Un jour, vous réalisez, vous courez partout pour tout le monde, vous portez le poids des attentes de chacun, vous essayez de vous intégrer à la vie de tous, mais il n'y a plus de place pour vous-même. Et le plus étrange, c'est que, de l'extérieur, votre vie semble ordonnée. Il y a le travail, les relations, les responsabilités. Mais à l'intérieur, un vide silencieux. C'est comme si vous viviez la vie de la mauvaise personne. Carl Jung l'a compris il y a longtemps. Et aujourd'hui, je vous pose la question, et si cette lassitude n'était pas une erreur, et si vous étiez exactement au bon endroit? Personne ne vous l'a dit, mais très jeune, avant même d'apprendre à être vous-même, vous avez découvert un moyen de survivre. Pour être aimé, il fallait se conformer. Pour être approuvé, il fallait répondre aux attentes. Pour exister, il fallait être visible. Et tu l'as fait pendant des années, si bien qu'avec le temps, tu as même oublié que c'était une stratégie. Tu avais l'impression d'avoir toujours été ainsi, que ces choix étaient les tiens, que cette vie était vraiment la tienne. Et là, sans t'en rendre compte, silencieusement, tu as commencé à te donner un peu, d'abord de petites choses, dire oui quand tu voulais dire non, adopter l'avis des autres quand tu avais le tien, sourire même quand tu n'en avais pas envie, faire bonne figure même quand tu étais fatigué. Et ces moments se sont accumulés. Les jours ont passé, les mois ont passé, les années ont passé. Et au réveil, tu te demandais, que dois-je faire aujourd'hui? Et jamais, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Tu ne l'as pas dit parce que même poser cette question te semblait un luxe, un acte d'égoïsme, d'irresponsabilité. Pourtant, cette question était précisément la tienne. C'était exactement ce que cette petite voix intérieure essayait de te demander, mais tu l'as étouffée. Encore et encore, car si tu l'entendais, tu serais obligé de répondre, et répondre changerait tout. Or, tout ce qui changeait était dangereux. Du moins, c'est ce que tu ressentais. C'est là qu'intervient Jung. Il appelle cela la persona, le masque que l'on porte à l'extérieur, le visage que la société, la famille, l'environnement, le lieu de travail attendent de nous. Il faut dire que la persona en soi n'est pas mauvaise. Nous portons tous un masque, la vie sociale l'exige, et montrer différents visages selon les contextes est même une compétence. Le problème ne réside pas dans le masque lui-même, mais dans la relation que l'on entretient avec lui. Le problème se situe dans le moment présent. Au bout d'un moment, tu as confondu ce masque avec ton visage, la frontière entre la persona et ton vrai moi s'est peu à peu estompée, et tu ne pouvais plus distinguer ce qui venait de toi et ce qui venait des attentes. Tu ne pouvais plus dire ce que vous vouliez vraiment, ce que vous pensiez devoir faire, votre véritable nature, vos désirs, vos limites, votre authenticité, votre voix, ces inclinations naturelles et profondes, c'est peu à peu tu. D'abord, elle vous murmurait, tentait de vous avertir, parfois sous forme de lassitude, parfois sous forme d'une tristesse diffuse, parfois sous forme de ce vide étrange qui suit un succès éclatant. Et maintenant, la question se posait, mais vous avez ignoré ces signaux, car vous n'aviez pas le luxe de vous arrêter, le luxe d'écouter, le luxe de questionner, du moins le croyez-vous. Et cette voix s'est peu à peu estompée, s'est éloignée, jusqu'à devenir presque inaudible. Et c'est à ce moment précis, dans ce silence, que la vie prend un poids étrange. Tout semble à sa place, les choses vont bien, les relations sont présentes, les responsabilités sont assumées, mais intérieurement règne une étrange insensibilité, une étrange distance, comme si vous observiez votre vie à travers une vitre, comme si vous étiez là, mais absent, comme si vous jouiez un rôle qui n'est pas le vôtre et que vous l'interprétiez à la perfection, recevant les applaudissements de tous, mais que lorsque le rideau tombe et que vous vous retrouvez seul sur scène, lorsque vous ôtez ce costume, vous peinez à vous retrouver. Vous avez peur de vous demander qui vous êtes, car vous ignorez la réponse. Et cette ignorance, cette incertitude intérieure, ce sentiment de perte n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est un appel intérieur, un avertissement, la vie qui vous dit « Arrêtez-vous, regardez, écoutez ». Et c'est précisément ce que Jung a répété toute sa vie. Peu importe à quel point vous vous précipitez à l'extérieur, peu importe le nombre de rôles que vous endossez, peu importe le nombre de personnes que vous essayez de satisfaire, l'intérieur vous attendra en silence. Et revenir à ce silence, entendre à nouveau cette voix, retrouver son vrai soi, voilà le voyage. C'est là que tout commence vraiment. Quand on parle de se recentrer sur soi, j'entends toujours la même crainte. Une crainte très familière, très humaine. Pour quelqu'un qui a appris pendant des années à considérer le bien, être des autres comme une vertu, se tourner vers soi-même peut, au premier abord, ressembler à un abandon, à un renoncement,
voire à une trahison. Alors on se dit aussitôt « je vais paraître égoïste, je vais blesser les autres, je vais être seul, personne ne me comprendra ». Ces craintes sont bien réelles, je ne les minimise pas. Pour quelqu'un qui a passé des années à donner, à faire passer les besoins des autres avant les siens, à apprendre que poser des limites est un signe d'égoïsme, se retirer peut être vécu comme un effondrement. Dire « non » peut laisser un sentiment de culpabilité, prendre du recul peut être vécu comme une perte. Je le comprends. Mais Jung propose une autre perspective, et cette perspective change tout. Jung affirme que les gens vivent ce qu'ils sont, et non ce qu'ils font. Réfléchissez un instant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, une personne qui s'empresse constamment de satisfaire les besoins de chacun donne-t-elle vraiment ou se sent-elle obligée de donner? Une personne qui dit toujours oui désire-t-elle réellement quelque chose ou dit-elle oui par incapacité à dire non? Une personne qui remet sans cesse les choses à plus tard est-elle réellement utile aux autres ou est-elle simplement épuisée et répand son vide intérieur autour d'elle? C'est là que se révèle la différence subtile mais profonde soulignée par Jung. Car une personne épanouie donne véritablement, sincèrement, sans rien attendre en retour. Mais une personne vide intérieurement fait semblant de donner, et à chaque don, elle se vide un peu plus. Pour combler ce vide, elle se met inconsciemment en quête de quelque chose. Gratitude, remerciement, approbation, une phrase du genre « Que ferais-je sans toi ?» Et lorsque cette phrase ne vient pas, une rupture intérieure se produit, une petite rupture, invisible mais cumulative. Avec le temps, ce poids s'accumule et cet acte de donner n'est plus motivé par l'amour, mais par la faim de reconnaissance, la faim d'être vu, la faim de se sentir aimé. Et ce n'est plus de l'amour, c'est l'expression voilée d'un besoin, le cri silencieux de l'enfant intérieur qui dit « Regardez-moi, approuvez-moi, aimez-moi ». Et vous n'en êtes pas responsable. Vous avez été élevé ainsi. On vous a appris que l'amour est. On vous a appris qu'il y a un prix à payer. On vous a fait croire que l'existence n'est pas un droit mais une conquête. On vous a transmis le message. Être pas avec des mots, mais avec des actions, des silences, des approbations et des désapprobations, que, si vous êtes assez bon, vous serez aimé. Et vous avez intériorisé ce message, vous en avez fait une partie de votre identité. Et maintenant, dans un corps d'adulte, vous portez cette vieille croyance. Et cette croyance dit, si vous vous repliez sur vous-même, vous ne serez pas aimé. Si vous vous concentrez sur vous-même, vous serez seul. Si vous vous choisissez, les autres vous quitteront. Et cette croyance est un mensonge, ou du moins pas entièrement. Certaines personnes partiront vraiment, certaines relations seront ébranlées, certains cercles seront mal à l'aise lorsque vous commencerez à changer. C'est vrai. Mais vous devez aussi vous demander, ces relations étaient-elles vraiment construites autour de vous ou autour de votre rôle? Vous aimait-il vraiment ou votre compatibilité? Vous désirez-il vous-même ou votre disponibilité permanente? Et si la réponse est cette dernière option, l'ébranlement de ces relations n'est pas une perte, mais une clarification, une façon de voir qui veut vraiment être avec vous. Oui, c'est douloureux, oui, c'est difficile, mais cette douleur ne vous détruira pas, elle vous mènera à la vérité. Cela vous rapproche, et la vérité est que, lorsque vous vous tournez vers vous-même, vous trouvez quelque chose de bien plus précieux que ce que vous avez perdu. Vous retrouvez votre voix longtemps étouffée, vous retrouvez ce que vous désirez vraiment, vous retrouvez les personnes avec qui vous voulez vraiment être. Et cette découverte, cette rencontre intérieure, vous offre un fondement qu'aucune approbation, aucun applaudissement, aucune acceptation extérieure ne peut vous apporter. Un fondement inébranlable, car vous ne recherchez plus la validation extérieure, mais puisez votre force en vous-même. Si ce contenu résonne en vous en ce moment, si ces phrases touchent quelque chose en vous, c'est le moment idéal pour vous abonner. Car cette conversation ne s'arrête pas là et ce que nous avons à dire ne fait que commencer. Quand on commence à se recentrer sur soi-même, la première chose qui change, ce n'est pas le bruit, c'est le silence. Et ce silence est d'abord déstabilisant, car pour quelqu'un habitué à combler le moindre vide depuis des années, se retrouver seul, dans un vide, supporter ce vide peut sembler presque insurmontable. Instinctivement, on a envie de combler ce vide par quelque chose. Un appel, du bruit, le problème de quelqu'un d'autre, une tâche, une responsabilité, un objectif, n'importe quoi, car le vide nous laisse seuls avec nous-mêmes. Et cette solitude est une situation à laquelle on n'est plus habitué depuis longtemps. C'est précisément pour cela que le premier pas est difficile, que le premier silence est déstabilisant, que la première introspection peut rendre agité.
Des choses nous attendent, des questions reportées, des émotions refoulées, des vérités qu'on a évité d'affronter. Et elles nous attendent, patiemment, en silence, mais avec détermination. C'est précisément pourquoi Jung définit le processus d'individuation comme un voyage, un processus qui se déploie progressivement et non pas instantanément. La première étape de ce voyage est précisément ce silence, oser pénétrer ce vide, s'asseoir là sans savoir ce que l'on y trouvera. Parfois on s'ennuie, parfois on se sent lourd, parfois on se sent étrange. Une tristesse surgit, parfois de la colère, parfois des larmes sans raison, parfois simplement une profonde lassitude. Et tout cela n'est pas mauvais signe. Au contraire, tout cela représente l'émergence progressive de ce monde intérieur refoulé. Tout cela est votre propre tentative de vous retrouver. Et si vous restez présent à ces moments sans les fuir, si vous les ressentez sans jugement, si vous vous autorisez à les accueillir, quelque chose se produira avec le temps. Vous commencerez à entendre votre propre voix, ce murmure que vous avez si longtemps étouffé, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, où vous puisez votre énergie, où vous la perdez, avec qui vous existez vraiment, avec qui vous vous perdez, quelles décisions émanent de vous, lesquelles sont alimentées par la peur. Cette prise de conscience commence modestement, très modestement. Peut être qu'un jour vous penserez « je n'ai pas envie d'aller à cette réunion ». Et cette fois, vous ne refoulerez pas cette pensée. Vous la laisserez simplement là, sans la réprimer, mais sans agir immédiatement. Vous l'écouterez simplement. Et même cela est un début, même cela est un éveil. Avec le temps, cette conscience grandit, s'approfondit, s'éclaircit et imprègne lentement tous les aspects de votre vie. À ce moment précis, la transformation décrite par Jung commence spontanément, sans artifice. La transformation n'est pas du tout spectaculaire. Ce n'est pas un moment de grande décision, ni une rupture brutale. C'est plutôt un changement très discret et profond que vous ressentez dans vos relations. Le comportement des autres envers vous ne changera peu, être pas immédiatement. Les mêmes personnes continueront peu, être à agir de la même manière, mais ce qui vous affecte commence à s'atténuer. Lorsque vous êtes déclenché, vous ne réagissez plus immédiatement. Il y a une pause, comme si une petite distance s'ouvrait entre vous et votre réaction, une distance qui se crée en quelques millisecondes mais qui est immense, et quelque chose se produit dans cette distance. Une observation. Vous commencez à vous observer, en vous demandant « Ah, cela m'a déclenché, pourquoi ? D'où vient cette réaction ?» Vous regardez, et ce regard, même un simple coup d'œil, vous fait passer de la réaction impulsive à la sélectivité, et c'est précisément là que réside l'une des contributions les plus importantes de Jung. Car Jung affirme qu'il existe un écart entre le stimulus et la réponse, et c'est dans cet écart que vous faites l'expérience de la croissance et de la liberté. En vous concentrant sur vous-même, vous commencez à percevoir cet écart, d'abord dans de petits moments, des instants apparemment insignifiants. Lorsqu'on vous adresse une remarque désagréable, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, lorsqu'on vous déçoit. Et peu à peu, cet écart s'élargit, peu à peu vous commencez à choisir au lieu de réagir. Dois-je participer à cette conversation? Dois-je m'impliquer dans cette énergie? Ce combat est-il le mien? Et pouvoir poser ces questions, simplement pouvoir les poser, c'est la liberté, car la réactivité n'a jamais été synonyme de pouvoir. Cela pouvait paraître puissant, peut être, de répondre rapidement, de réagir instantanément, d'être prêt à tout. Mais en réalité, cette réactivité était une perte de contrôle, le fait de laisser quelqu'un d'autre vous contrôler, comme si quelqu'un vous jetait une pierre et que vous vous adaptiez en conséquence. Et à mesure que vous vous tournez vers l'intérieur, ce schéma commence à se briser, lentement, sans résistance. Car à mesure que votre être intérieur se fortifie, votre être extérieur perd son ancien pouvoir sur vous. Et ce changement, cette transformation intérieure silencieuse et profonde, imprègne chaque aspect de votre vie. Votre sommeil, vos matins, les relations que vous tissez avec les autres, ces petits moments passés à vous observer. Et un jour, vous réalisez que vous n'attendez plus rien de l'extérieur pour donner un sens à votre vie. Vous ressentirez quelque chose déjà en vous, petit mais réel, silencieux mais inébranlable, et ce sentiment, ce fondement intérieur, c'est ce qui vous attend lorsque vous vous tournez vers l'intérieur. L'une des découvertes les plus importantes de Jung, et peut être la plus troublante, est le concept d'ombre. Le mot ombre évoque souvent quelque chose de sombre, de mauvais, de refoulé. Mais ce n'est pas ce que Jung entend par là. L'ombre, selon lui, est bien plus nuancée, bien plus humaine. Elle représente les aspects de soi-même que l'on refuse d'accepter, les sentiments que l'on désapprouve. Tout ce que l'on prétend ne pas être comme ça,
mais qui existent bel et bien. La colère, la jalousie, les peurs, du simple ressentiment à la grande ambition, les pensées égoïstes, le regard critique, ces sentiments sombres que l'on éprouve parfois, mais que l'on préfère ignorer. Et nier ces aspects est une réaction très humaine, car la société nous a appris dès notre plus jeune âge que certains sentiments sont acceptables et d'autres non, que certaines réactions sont normales et d'autres honteuses, que la colère est une faiblesse, la jalousie une laideur, et les pensées égoïstes un mal. Nous avons tellement intériorisé ces messages qu'avec le temps, nous avons commencé à cacher ces sentiments non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes, en les ignorant, en les refoulant, en les niant, en disant « je ne ressens pas cela ». Mais les émotions ne disparaissent pas. Les émotions refoulées deviennent simplement invisibles. Elles se réfugient dans l'inconscient et y attendent leur heure. C'est là qu'intervient le formidable mécanisme de Jung. Car ce que vous refoulez, les aspects de vous-même que vous n'acceptez pas, ce que vous gardez dans l'ombre, doivent se manifester quelque part, et souvent, ils se révèlent chez les autres. C'est ce qu'on appelle la projection. Projeter sur le monde extérieur ce que l'on ne peut accepter intérieurement. Cela explique pourquoi cela vous dérange tant lorsque vous le voyez chez quelqu'un d'autre. Et maintenant, soyons honnêtes un instant, car c'est une vérité troublante mais transformatrice. Une vérité que personne n'ose dire. Ce qui vous dérange le plus chez les autres est souvent ce que vous avez refoulé en vous. Je le répète, car c'est important. Ce qui vous dérange le plus chez les autres, ce qui vous agace le plus, ce qui vous met le plus en colère, se trouve souvent en vous, mais vous refusez de l'accepter. C'est une vérité difficile à accepter, une vérité qu'il est ardu de se faire. À la première écoute, vous pourriez le nier, dire « Non, je ne suis pas comme ça », mais réfléchissez un instant. Vous êtes en colère contre quelqu'un parce qu'il est très égoïste, mais parfois, vous n'avez pas envie de l'être non plus. N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir penser à vous, de vivre pour vous-même, mais vous vous l'interdisez? Vous vous mettez en colère contre quelqu'un parce qu'il parle trop durement et trop cruel. Mais n'avez-vous jamais souhaité être aussi direct, aussi franc, aussi ferme, mais vous ne pouvez pas parce que vous devez être une bonne personne? Et c'est précisément là que vous voyez votre ombre, dans ce moment de malaise, dans ce moment de colère. Votre ombre vous regarde et dit « J'existe aussi, vois-moi ». Ce que Jung suggère, ce n'est pas de détruire cette ombre, ni de la vaincre, mais de l'intégrer, de la reconnaître, de l'accepter, d'entamer un dialogue avec elle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas « libérez-moi de ma colère, laissez-moi tolérer la jalousie ». Mais cette émotion existe en moi. D'où vient-elle? Que cherche-t-elle à me dire? Que m'enseigne-t-elle? Car chaque émotion recèle une connaissance. Chaque part d'ombre porte un message. Et lorsque vous écoutez ce message, quelque chose se produit. Le pouvoir de cette émotion sur vous diminue, sa capacité à vous contrôler s'amenuise, car vous ne la fuyez plus, vous la voyez. Et ce que nous voyons ne peut pas nous contrôler aussi profondément, car seul ce que nous ne voyons pas nous contrôle véritablement. L'inconscient gouverne, certes, mais ce qui demeure enfoui dans l'inconscient façonne notre destin. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. On le remarque d'abord dans ses relations. Lorsqu'on réagit de manière excessive à un événement, lorsque l'intensité de cette réaction est disproportionnée à l'événement lui-même, c'est là qu'un élément inconscient se réveille, qu'une part de soi remonte à la surface. Au lieu de fuir, si l'on s'arrête et que l'on se demande « D'où vient cette réaction? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? À quoi cela me fait-il penser ?» Une porte s'ouvre. Et derrière cette porte se cache souvent une blessure très ancienne, une blessure d'enfance, un moment de rejet, un moment de honte, un moment d'indifférence. Et maintenant, cette vieille blessure tente de se manifester dans un nouvel événement. Et lorsque l'on la voit, que l'on la reconnaît et que l'on lui dit « Je te vois, je sais que tu es là », quelque chose s'allège en nous. Jung appelle cela l'intégration. À mesure que cette intégration se produit, la tension intérieure diminue, la colère envers autrui s'atténue, car on ne projette plus sa propre ombre sur les autres, on se perçoit avec plus de compréhension, car on cesse de rejeter une partie de soi-même et de gaspiller son énergie, et les relations deviennent plus authentiques. Ce processus s'ancre dans la réalité, car on commence à voir l'autre non comme un miroir, mais comme un être humain à part entière. Se concentrer sur soi-même n'entraîne pas de transformation majeure et instantanée, et il est important de le savoir car la plupart des gens s'attendent à des résultats rapides lorsqu'ils entreprennent un voyage intérieur, une révélation spectaculaire, se réveiller un matin en étant une personne complètement différente. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, la transformation non plus, et Jung le savait parfaitement. Il définissait l'individuation non pas comme un événement instantané,
mais comme un processus qui se déploie tout au long de la vie. Cette définition peut paraître décevante au premier abord, mais c'est en réalité tout le contraire, la libération. Car vous n'avez plus besoin de vous demander chaque matin « Ai-je suffisamment changé? Suis-je meilleur qu'avant? Ai-je suffisamment progressé ?» Vous pouvez désormais percevoir la transformation non comme une destination, mais comme une expérience vécue dans les petits moments qui ponctuent chaque journée. Et ce sont ces petits moments, ces instants apparemment insignifiants, qui transforment silencieusement, mais radicalement votre vie. Comment ce changement commence-t-il? Il commence par quelque chose de très petit, si petit que vous pourriez même ne pas le remarquer au début. Un matin, quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, et vous ne réagissez pas immédiatement. Vous marquez une pause, le temps d'une respiration, et vous retenez votre souffle. Vous ne répondez pas sur le champ, vous attendez, et puis, vous passez à autre chose, et c'est le début. Ce bref instant est le premier signe visible de transformation, et peut-être ne le remarquez-vous même pas ce jour-là. Peut-être n'y pensez-vous pas, peut-être vous dites-vous simplement le soir. Il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Je m'attendais à me mettre en colère, mais non. Et même ce passage est important, même cette prise de conscience est un pas en avant. Les jours passent, les semaines passent, et un autre moment arrive. Vous avez l'occasion de faire quelque chose pour vous rassurer. Avant, vous l'auriez fait sans hésiter, mais cette fois, vous marquez une pause. Vous vous demandez, est-ce que je veux vraiment faire ça, ou est-ce que je le fais pour me rassurer? Et peut-être que vous continuez à faire cette chose, mais cette fois-ci, même le simple fait de poser la question fait la différence, car une personne qui pose la question n'agit plus de manière totalement automatique. Une personne qui pose la question a franchi le seuil de la conscience. Et avec le temps, ces questions reviennent plus souvent, plus clairement, plus rapidement, et elles s'infiltrent dans différents domaines de votre vie professionnelle, vos relations familiales, vos amitiés, ces petits moments où vous vous regardez dans le miroir, et à mesure qu'elles s'infiltrent partout, vous réalisez quelque chose. Un mot qui vous affectait pendant des jours ne dure plus que quelques heures. Un fardeau que vous portiez en vous pendant des semaines se libère maintenant beaucoup plus vite. Un événement qui vous plongeait dans un profond désespoir n'est plus qu'un abîme, il ne s'enfonce plus. Et ce n'est ni miraculeux, ni magique, c'est simplement qu'à mesure que vos fondations intérieures se renforcent, l'ancien effet perturbateur du monde extérieur s'atténue. C'est simplement qu'en apprenant à vous connaître, vous commencez à percevoir la source de vos déclencheurs. Et lorsque la source est identifiée, le pouvoir diminue, il diminue toujours. Un jour, vous réalisez quelque chose de plus grand. La qualité de vos relations a changé. Mais, chose intéressante, ce changement ne se produit pas en améliorant chaque relation, mais en prenant naturellement de la distance avec certaines d'entre elles. Car en changeant, vous voyez à quel point certaines relations sont superficielles. Vous réalisez que certaines relations sont construites sur votre soumission, vous réalisez que certaines personnes vous aiment non pas pour ce que vous êtes, mais pour votre obéissance à tout. Et cela fait mal, très mal. Mais derrière cette douleur se cache une clarté. Et cette clarté, très précieuse car les relations restantes, celles qui perdurent véritablement, reposent sur des fondements bien plus profonds, elles se poursuivent avec un lien beaucoup plus authentique et au sein de ce lien, vous et votre interlocuteur êtes plus libres, plus authentiques. Alors, par où commencer? Cette question paraît simple, mais elle est en réalité très profonde, car la plupart des gens, arrivés à ce stade, recherchent un grand départ, une décision bouleversante, un tournant décisif qui transformera radicalement leur vie. Or, la réponse de Jung était toujours la même, et d'une grande sérénité. Commencez par l'intérieur, toujours par l'intérieur. Et ce mot de l'intérieur peut sembler abstrait, intangible, mais il renvoie en fait à quelque chose de très concret. Commencer par l'intérieur ne signifie pas bâtir un système complexe, ni repenser sa vie de A à Z, ni tout abandonner pour repartir à zéro. Commencer par l'intérieur est une démarche beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible, beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses, seulement 3, ni grande stratégie, ni protocole complexe, juste 3 principes simples mais réels. Ces 3 principes sont au cœur même de l'œuvre de Jung. Ils ne sont pas théoriques, ils sont expérientiels. On peut les mettre en pratique dès aujourd'hui, maintenant. Et voici la première chose. Quelques minutes de silence chaque jour, un silence sans téléphone, sans horaire, sans but précis. Juste vous et vos pensées, juste vous et vos sentiments, juste vous et cette voix intérieure. Cela semblera très difficile au début, car, comme je l'ai dit, pour un esprit habitué à combler chaque vide depuis des années, laisser un vide peut être presque douloureux.
Parfois, vous vous ennuyez. Parfois, vous vous sentez mal à l'aise. Parfois, votre esprit vagabonde. Parfois, les pensées qui surgissent dans ce silence vous surprennent. Parfois, vous vous sentez triste, parfois en colère. Et tout cela est normal. Tout cela correspond à l'émergence progressive de ce monde intérieur refoulé. Et si vous restez dans ces moments sans fuir, si vous prolongez un peu ce silence, avec le temps, quelque chose commence à changer. Avec le temps, ce silence n'est plus dérangeant. Avec le temps, ce silence devient un refuge, un lieu familier. Et c'est là que vous commencez à entendre votre propre voix, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, où vous existez vraiment, et cette voix vous guide comme personne d'autre ne peut le faire. Deuxièmement, lorsque vous êtes perturbé, ne réagissez pas immédiatement. La prochaine fois que vous vous sentez en colère, mal à l'aise ou oppressé, ne réagissez pas sur le champ. Prenez simplement une grande inspiration et demandez-vous « Qu'est-ce qui m'a touché, Aise ? D'où vient cette réaction ? Que cherche à me dire cette sensation ?» Et la réponse ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, elle ne vient pas du tout. Parfois, elle arrive des heures plus tard. Parfois, des jours plus tard. Mais la question vous éveille. Elle vous sort de vos réactions automatiques. Elle crée ce petit espace entre vous et votre réaction. Et dans cet espace, vous faites l'expérience de la croissance, du choix, de la liberté. Avec le temps, se poser cette question devient une habitude. Cet espace entre le stimulus et la réaction s'élargit et vous devenez moins un automate et plus un acteur de vos choix. Cela peut paraître un petit changement, mais en pratique, il transforme radicalement votre vie. Car une personne réactive est toujours dépendante de l'extérieur, toujours dépendante du comportement des autres, toujours dépendante du cours des événements, tandis qu'une personne qui choisit agit de l'intérieur est guidée par l'intérieur. Cette guidance intérieure vous apporte une sérénité indescriptible au fil du temps. Enfin, autorisez-vous. Autorisez-vous une petite chose. Autorisez-vous à dire non à quelque chose que vous ne voulez pas aujourd'hui, à poser une limite, à exprimer un désir profond. Ce n'est pas une obligation. Quelque chose d'important, pas forcément une décision révolutionnaire, juste un petit changement, juste quelque chose pour aujourd'hui. Peut-être refuserez-vous une invitation. Peut-être exprimerez-vous votre véritable opinion en réunion. Peut-être direz-vous maintenant lorsqu'on vous demandera quelque chose. Vous direz « Je ne peux pas faire ça » et ce petit moment vous semblera étrange au début. Vous ressentirez peut-être de la culpabilité, de l'anxiété, et vous vous demanderez peut-être « Ai-je mal agi ?» Ces sentiments sont normaux. Ils indiquent que le système commence à changer, qu'un nouveau comportement peut encore paraître étrange. Mais étrange ne signifie pas que c'est mal. Cela signifie simplement que c'est inhabituel. Et tout ce qui est inhabituel devient familier avec le temps. Tout se normalise avec le temps. Et lorsque ces trois choses, ces trois petits principes, sont appliqués pendant des jours, des semaines, des mois, quelque chose se produit silencieusement, une base solide commence à se former en vous, vous commencez à faire confiance à votre intuition, à vos limites, à vos inclinations. Et cette confiance, personne ne peut vous l'accorder, car elle ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit lentement de l'intérieur. Comme le disait Jung, les grands changements commencent par de petits moments. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.